Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, on va parler de goût, d'art, d'espace, puisque je reçois l'architecte d'intérieur Pierre Jovanovic. Après avoir travaillé aux côtés de Pierre Cardin, Pierre ouvre son agence parisienne en 2001. Et depuis, il figure parmi les meilleurs architectes d'intérieur du monde, selon le connu et reconnu AD. Avec un style épuré, moderne et équilibré, il a créé sa patte grâce à des projets éclectiques, des plus privés aux plus institutionnels. De l'hôtel Marignan à Paris, en passant par le flagship Christian Louboutin, la nouvelle galerie Kamel Menour, mais aussi de gros projets résidentiels. Vous l'aurez compris, la réputation de Pierre n'est plus à prouver, si bien qu'il a finalement ouvert sa première adresse à New York en 2018. Et avec Pierre Jovanovic, on va parler de ce que ça implique d'utiliser les contraintes d'un lieu pour répondre à une demande, de ce qu'aménager un intérieur veut dire de nous, ou encore de la notion de goût et de la manière dont elle entre en jeu. Bonne écoute! Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Alors, on est dans ton agence. C'est une belle bâtisse du 18e, avec de la belle ferronnerie et des notes contemporaines, pour planter un peu le décor. Si je te dis que ce qui caractérise ton travail, parce qu'il y en a qui le connaissent peut-être pas, c'est alors l'absence de surcharge, les lignes un peu épurées, et les matériaux naturels, bruts. Alors déjà, est-ce que c'est juste, et surtout, qu'est-ce qui manquerait ? Ce que tu décris, c'est un peu ça, c'est ça, mais il y en a pas mal des gens comme moi qui ont un peu cette vision-là, mais c'est pas que ça. Ouais. Si tu veux, je pense que ce que je suis est le résultat au fil de la vie que j'ai eue. C'est une vie où comme je suis autodidacte, j'ai dû forcer le trait un peu en me cultivant peut-être davantage que d'autres, en lisant plus, en voyageant plus, et du coup en nourrissant mon œil. Et je pense que ce qui me différencie, c'est la singularité de mon œil, en fait. Et en quoi tu dirais que cet œil est singulier pour le coup, parce qu'il est plus... Alors je rappelle que tu es donc autodidacte, tu l'as dit, et tu as fait tes débuts dans la mode avec Pierre Cardin. C'est ça. Et de ce fait, ton œil est peut-être moins figé par... Mon œil, il a connu donc la mode, il a connu... Ouais. Je le sens totalement libre, si tu veux. Pour moi, j'ai pas d'éducation formatée. Ouais. Je suis allé dans exactement ce que j'avais envie, où j'avais envie d'aller. Et je pense que c'est très important dans le métier d'architecte d'intérieur, d'avoir cette culture extrêmement forte pour pouvoir nourrir une créativité qui soit singulière. Et c'est ce que je cherche, c'est être différent. Pas à tout prix, mais je pense que la vie, comme je disais, que j'ai menée avant ma carrière d'architecte, j'ai monté ma boîte il y a 20 ans, elle m'a forcé à avoir un œil différent. Ouais. Et je pense mais il y a beaucoup d'architectes qui ont des yeux différents, et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est justement tout le long de sa carrière, il faut marquer un style. C'est pour ça que les gens vont venir te chercher, c'est pour ça que les gens vont t'aimer, ou pas d'ailleurs. Et il faut évoluer, mais à la fois, il faut être reconnaissable assez facilement. Bien sûr, c'est toute l'ambivalence. C'est un peu comme la mode, en fait. Parce que la mode, je pense que tu vas chez quelqu'un, tu vas chez un couturier, parce que tu sais ce qu'il va te proposer, tu connais un peu l'architecture du vêtement. Et la mode et l'architecture, c'est pareil. Tu connais l'architecte avec lequel tu vas travailler et avec lequel tu vas t'entendre. Parce que généralement, t'es embrigadé dans des projets qui sont longs. Donc, t'as le côté humain qui est très important. Et t'as le côté aussi expression de ton style. Architecte d'intérieur, c'est quoi ? Quels sont les enjeux, quelles sont les facultés d'un architecte d'intérieur ? Je pense par exemple à, savoir répondre à une question en faisant abstraction des réponses. Quelle est ta définition de ton métier ? Alors l'architecte d'intérieur, en fait, il travaille généralement, si tu prends vraiment la définition exacte, l'architecte d'intérieur, il travaille dans un espace contraint. C'est-à-dire il travaille à l'intérieur d'un volume. Donc c'est la contrainte. C'est ça la différence d'ailleurs d'un architecte d'intérieur et d'un architecte. Et aussi, si on va plus loin, on en parlera, je pense, d'un artiste. Donc nous, on travaille dans la contrainte
Pour développer la créativité. Pour développer la créativité, oui, et puis contourner effectivement tout ce qui nous est imposé. Et l'architecte d'intérieur, donc il doit, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre. Tu travailles à l'intérieur d'un lieu, tu travailles pour quelqu'un, et tu dois lui fournir, en fait, moi je trouve que c'est très important, c'est quand tu travailles pour quelqu'un, c'est que tu dois répondre à cette personne, répondre au volume au volume qui t'est donné pour être juste. Quand on est client, et tu as dû en voir passer quelques-uns, tous différents, ça dit quoi de nous, l'ameublement, la décoration, la façon de remplir, d'agencer un espace qui nous est donné? Quand on est client, en fait, on exprime. C'est vraiment un phénomène de société, parce que les clients aujourd'hui, ils prennent un architecte d'intérieur parce que ils ont, à travers lui, ils vont exprimer un savoir-vivre, un goût qu'ils n'ont peut-être pas le temps d'exprimer, ou qui n'ont peut-être pas aussi le talent, en fait, de l'exprimer. Et donc ils engagent quelqu'un pour le faire à leur place. Donc il y a une espèce c'est vouloir aussi montrer son intérieur, c'est une forme de générosité, c'est recevoir, c'est un partage. Oui, ça exprime un vrai goût. On travaille pour quelqu'un. Ouais. Et il faut savoir aussi s'effacer, c'est-à-dire que on donne son goût et son travail pour des clients, mais à la fois, à un moment, ces intérieurs sont le reflet de ce qu'ils sont. Et quand ils sont le reflet de ce qu'ils sont, il faut savoir s'en effacer, parce que sinon on devient trop omniprésent. Et ce que j'aime pas, en fait, ce que tu disais tout à l'heure dans le travail d'un architecte, c'est parfois il est trop présent, il y a trop de surcharge, et du coup ça annule la personnalité des gens. Et je trouve que nos clients, ils ont besoin d'être chez eux, d'exprimer qui sont chez eux. Et donc ça, c'est important pour moi, d'espèce de balance entre je travaille pour quelqu'un, je vais exprimer mon propre goût pour quelqu'un, de ce que j'ai compris, de ce qu'il allait aimer, mais à la fois, il faut pouvoir s'en effacer, s'en extraire pour qu'il se sente bien et qu'il se sente tranquille chez lui. Et je trouve que être chez soi, c'est être dans sa niche, et sa niche, il faut qu'elle nous ressemble, enfin, te ressemble à toi, au client, pas moins à moi. C'est tout l'enjeu du métier. Voilà. C'est cette balance-là que j'essaie de faire. C'est pour ça que je suis pas dans la surcharge, je suis pas dans parce qu'après, on sonne forcément faux, parce que on n'est pas juste, parce que si on veut être équilibré entre ce que tu exprimes et le client, je pense qu'il faut savoir s'en extraire, c'est ce que je disais. Ouais. Et ça, je l'ai appris souvent, d'ailleurs, en travaillant dans des galeries d'art moderne, d'art contemporain. Ça, j'en ai fait plusieurs. En fait, le brief, généralement, c'est « Ok, tu vas faire un geste assez fort, mais à la fois, nous, on va exposer des tableaux, et donc, ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qui est le plus important, c'est que ce qu'on va regarder, c'est les tableaux. Donc il faut qu'il y ait une architecture juste, mais que aussi il y ait un retrait de mon travail par rapport à la fonctionnalité de la galerie. Alors justement, tu as réalisé la nouvelle galerie de Kamel Menour. Tu as fait un énorme vitrail pour un projet privé avec Daniel Buren. Tu as imaginé une fresque dans la chapelle du château de Fabregues en Provence, avec la peintre Claire Tabouret. Pourquoi t'aimes tant travailler avec des artistes, avec des galeries, avec l'art finalement, parce que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde? Alors j'aime bien travailler avec des artistes parce que déjà, pour moi, ça me fait toujours réfléchir. Et déjà, quand on travaille avec des artistes, et je remarque, c'est souvent commandité par des clients, que les clients ne traitent pas de la même manière l'artiste et l'architecte d'intérieur. Et donc, à un moment, tu as envie d'être un peu traité comme l'artiste, tu as envie d'être traité à l'égal, mais c'est vrai que l'artiste, il est quand même sur un piédestal, parce que généralement, il travaille sans contrainte, sauf quand c'est des œuvres in situ. En effet, il travaille dans une contrainte et dans un lieu donné, et parce qu'on lui établit un cahier des charges de ce qu'il doit faire. Mais généralement, l'artiste, lui, il travaille sans ces contraintes-là. Alors que l'architecte d'intérieur, nous, on travaille dans la contrainte, donc on est un petit peu en dessous de l'artiste. Mais c'est pas que ça. Je trouve que l'artiste, pour moi, d'abord, le dialogue entre l'architecture et l'artiste est fondamental dans mon travail, parce que ça le rend extrêmement particulier, ça le rend personnel. Il y a toujours un rapport extrêmement émotionnel avec l'art que tu as un petit peu moins avec l'architecture et le design. Et du coup, ça
ça me pousse à réfléchir comment être petit à petit, être à l'égal de l'artiste sans y être vraiment, parce que moi c'est plutôt du travail d'artisanat de luxe que je fais, je travaille avec des artisans, je travaille avec cette chaîne-là, mais j'ai envie aussi, par l'originalité de mon boulot, de proposer quelque chose qui soit différent, et c'est important pour moi. Ouais. Et comment justement tu choisis les artisans avec lesquels tu travailles par exemple, quand il s'agit de conceptualiser un meuble, disons, en bois unique, donc un menuisier pour le coup, comment tu choisis ces personnes? Est-ce que c'est des gens avec qui tu travailles de manière régulière ou est-ce que c'est parfois des one-shots? Généralement, je regarde leurs pattes, je regarde qu'est-ce qu'ils expriment, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer. Et comme moi, j'ai un goût très fort pour les matières brutes, le bois massif, la céramique, les choses comme ça, je regarde si l'artisan il va être capable de répondre à la commande. Et voilà, donc ouais. Et puis c'est souvent une famille aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps que je fais du mobilier. Une espèce de patte commune, il y a un échange commun. C'est plus une affaire d'affinité. C'est une affaire d'affinité, ouais. Que de savoir-faire, même si j'imagine qu'ils sont très doués. Non, c'est les deux, en fait. Mais il y a quand même... Si tu veux, j'ai un tel degré d'exigence, et je pense que on peut pas réussir si t'as pas ce degré d'exigence, et les artisans, pareil, si je comprends qu'ils ont le même degré d'exigence que moi, je pense que ça va matcher, parce qu'il y a une espèce de névrose aussi dans l'exigence. Quel est le degré d'importance de la lumière? On est là dans ton agence, il y a énormément de lumière. Comment on la travaille? Parce que c'est un acteur à part entière, évidemment, déjà, ne serait-ce que pour chez nous, en tant que particulier, la lumière est très importante. On cherche tous un appartement lumineux, etc. Comment on la travaille dans ce genre de projet? La lumière, en fait, ça vient d'extérieur, quand même. Donc, mais en revanche, c'est vrai qu'elle sculpte les volumes. C'est vrai qu'on peut dire que tu peux créer un espace autour de la lumière, mais c'est subjectif aussi, parce que la lumière, tu sais pas, c'est toujours un effet de surprise, tu sais pas comment elle va réagir. C'est comme la peinture, la couleur, elle change par rapport à la lumière. Donc j'aime bien le côté effet de surprise du travail de l'architecte d'intérieur, justement par rapport à la lumière. C'est-à-dire que tu peux imaginer des volumes. C'est vrai que parfois j'adore faire des skylights parce que ça amène une lumière zénitale qui est très très belle, parce elle dessine extrêmement bien les espaces, mais tu peux pas non plus l'appréhender. Donc tu as un côté surprise que je trouve vachement intéressant. Alors les lieux, ce sont des terrains de jeu, enfin plutôt de travail même pour toi. Quels sont les lieux, quels sont les types d'endroits les plus agréables à réinventer, à réaménager, qui te stimulent le plus en fait? Je pense qu'il n'y a pas de typologie de lieu particulier. Encore une fois, c'est peut-être l'architecture du lieu dans lequel on va me proposer de travailler qui va m'inspirer. C'est aussi la rencontre avec le client qui va m'inspirer. Okay. Donc je peux autant aimer travailler dans un chalet que dans une maison de plage, que dans un appartement à Paris. T'as pas une propension à te dire j'aime quand même bien les hôtels ou je ne sais quoi? À chaque fois, c'est une histoire différente. C'est réinventer, une narration. Et c'est vrai que mon travail, c'est un peu un travail de... J'aime bien le côté cinématographique, c'est-à-dire que je réinvente à chaque fois une histoire, une narration. Soit je le fais parce que c'est une vraie scénographie, c'est ce que en fait, j'aime le plus faire aujourd'hui, au stade où j'en suis dans ma carrière, c'est que je me dis j'ai envie d'être totalement libre et que j'ai envie de faire plus de scénographie, raconter des histoires et tout ça. Mais finalement, je le fais aussi avec des clients, parce que avec des clients, je leur raconte une histoire. Je leur dis, dans votre intérieur, on va faire ça, et on raconte l'histoire de ce qu'ils sont à travers le lieu, et cette espèce de synergie entre l'un et l'autre. Donc en fait, oui, moi ce que j'aime bien, c'est que la typologie de lieu, c'est pas envie qu'il soit répétitif, c'est qu'à chaque fois, j'ai envie d'autre chose. Donc dans cette perspective, il n'y a pas un projet, un lieu qui te ferait rêver que tu n'as jamais fait, typiquement? Plus de scénographie, justement, pour être plus libre, pour... être aussi une service d'une œuvre, par exemple un opéra du 20e, je sais pas, je pense un truc genre Salomé de Strauss, parce que je connais bien la musique du 20e siècle, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que je crois que j'aurai un truc à dire dessus et que ça m'intéresserait, parce que c'est aussi une forme d'architecture et
d'architecture totale même, entre le décor, la musique, et c'est ça qui est vachement intéressant, très intéressant. Tu as également une filiale américaine à New York. Quel genre de clientèle c'est les Américains? Parce qu'on sait que les architectes français sont relativement réputés aux États-Unis, ce qui est, j'imagine, la raison pour laquelle tu t'y es installé d'ailleurs, mais pourquoi en fait? Alors, les clients américains, ils sont super enthousiastes, c'est toujours amazing, plus brillant, et tout, beaucoup plus que les Français. Les Français, ils sont quand même un petit peu plus blasés en fait sur nos forces de proposition. Ils sont très différents en fait, et je trouve qu'il y a aussi une méfiance parce que des clients américains, parce que on est quand même culturellement extrêmement opposés. Mais à la fois donc cette espèce de bienveillance, que je trouve qui fait du bien pour pouvoir nous dépasser. Les projets, pour moi en tout cas, sont d'une échelle énorme, c'est-à-dire que je fais des maisons gigantesques c'est hors volume, même en France, c'est une maison de 3000 mètres carrés, et ils ont une manière de vivre qui est assez différente. Donc encore une fois, pour moi, ça me permet de franchir à chaque fois des étapes différentes, et puis de comprendre que finalement, culturellement, c'est important d'avoir un horizon ouvert pour pouvoir apprendre encore. Non, j'aime bien travailler aux États-Unis. Mais à la fois, c'est quand même plus difficile, parce que culturellement, on est quand même assez opposés. Et de ce fait, ça prend plus de temps parce qu'il y a des problèmes de... Ça prend plus de temps, et puis ces gens, c'est des gens qui sont quand même extrêmement gâtés, donc il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est pas aussi direct qu'en France. Le style français, c'est quoi? Est-ce que c'est l'épure? Est-ce que c'est la constance? Est-ce que c'est la rigueur? Le style français, c'est l'épure c'est la tension en fait entre l'épure et l'éclectisme, parce que je trouve que culturellement on a envie, quand on va au Puce à Paris, on a envie d'acheter, on a une espèce de fièvre acheteuse, et on a envie de mélanger les objets, parce que culturellement on a ça en nous. On a des formidables céramistes, on a des formidables ensembliers, donc on a envie de tout ça, et c'est à la fois aussi un espèce d'équilibre parfait, c'est que finalement c'est toujours assez juste, je trouve. C'est en ça, et parce que c'est cultivé. Après, c'est prétentieux de dire que les Français sont plus cultivés que d'autres, mais les Français, les Italiens, je trouve culturellement, il y a une telle richesse que on arrive quand même à exprimer un goût qui est plus affirmé. Et justement, en parlant de goût, c'est quoi le beau pour toi? Ta définition de la beauté, ça tient à quoi? Quand on est architecte d'intérieur, surtout. La beauté, alors je vais parler de la beauté pour moi, en fait. Bien sûr, c'est une espèce de névrose, c'est l'ensorceleuse ensorcelée, en fait, c'est une poursuite, une quête permanente. Mais pour moi, la beauté, elle est évidente, en fait. Elle est évidente, et elle est aussi la réminiscence de toujours quelque chose que j'ai vu. C'est toujours lié à la culture. Je crois qu'on ne peut pas trouver quelque chose de beau si on n'a pas eu en tête déjà quelque chose qu'on a déjà vu ou aimé. Alors évidemment, la beauté, c'est un équilibre parfait, mais à la fois c'est subjectif. Qu'est-ce que le bon goût? Souvent. Mais chez moi, c'est vrai que j'aime m'entourer de gens beaux. J'aime quand je marche dans la rue, je préfère faire un détour pour prendre le chemin le plus joli. Quand je roule en voiture, je prendrai la route la plus charmante. Oui, et du coup, ça rend un peu intranquille, parce que on n'est jamais satisfait. Et du coup, on pousse toujours pour aller encore et encore vers cette quête de beauté, en fait. Oui, c'est presque un mode de vie, si tu prends... mode de vie, mais ça rend pas forcément heureux, je pense, parce que même dans les relations avec les gens, on est toujours un peu biaisé, parce que on va dire, tiens, on va parler à cette personne-là parce que finalement on va la trouver mieux que l'autre. Mais pour moi, c'est inéluctable. Je vais plutôt aller vers cette personne-là que celle-là. Je vais aller plutôt voir ce meuble-là parce qu'il aura cet équilibre parfait à l'acheter que l'autre. Mais à la fois, la beauté aussi peut être imparfaite, et que je trouve que les intérieurs qui sont trop parfaits, trop beaux, ils sont ennuyeux. Et que j'aime y ajouter parfois des choses qui sont inattendues,
pas laides, mais... Comme quoi? Des choses qui sont une céramique par exemple de Valoris qui pourrait être un peu kitschouille, j'aime bien la mettre dans un truc ultra clean parce que ça rend un peu une pointe d'humour aussi au projet. Okay. On peut pas être trop sérieux, j'aime aussi cet humour, et l'humour parfois cet humour il peut faire oublier la beauté parfaite, quoi. Je trouve ça intéressant. Alors je sais pas si chez toi ça ressemble à ton travail, parce que peut-être que tu t'en fiches aussi de l'architecture d'intérieur, de la décoration à titre personnel, mais comment tu as pensé, imaginé ton intérieur, enfin quelle est l'ambivalence de ça, de ton intérieur à toi? Mon intérieur, c'est vrai que travailler pour soi c'est quand même difficile, à la fois difficile et à la fois facile, parce que c'est difficile parce que tu as un peu moins le retour que tu peux avoir avec un client qui te dit non je veux comme ça, comme ci. Mais à la fois, je pense que tu prends plus de risques pour toi. Et c'est important aussi dans le développement de ma carrière, c'est qu'il faut prendre des risques, sinon on tourne en boucle et on tourne en rond et que c'est pas très intéressant. Et donc je le fais plus pour moi. À un moment, je me suis dit, je vais ajouter plus de couleurs, je vais y aller un peu plus fort dans cette voie-là. Je pense que je l'aurais pas fait si j'avais pas essayé chez moi, parce que je trouve que voilà, donc travailler pour l'autre, ça me permet, ça permet d'avoir un retour que j'ai peut-être un peu moins que quand j'ai pour moi, mais je me sens à la fois un peu plus libre, et que je trouve que pour moi la liberté c'est quand même ce qui est le plus important. Ouais. Et mon intérieur me ressemble, je crois. Il te ressemble. Mais j'espère que les intérieurs que je fais pour les autres leur ressemblent aussi. J'ai pas envie qu'ils me ressemblent trop. J'imagine que oui. C'est pour ça que j'aime pas trop le côté ultra signé, ultra total look qui enlève la personnalité des gens pour lesquels on travaille. Alors ta réputation n'est plus approuvée, t'es reconnu par tes pairs, tu fais même partie des 100 meilleurs architectes d'intérieur du monde selon AD, selon Architectural Digest. Ouais. Bon, selon AD quoi. La postérité, est-ce que ça a un sens pour toi? La postérité de ton style, la postérité de tes idées, de tes réalisations, de ton nom finalement? Je crois pas. En tout cas, ce serait prétentieux de dire ça. Non, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être transmettre et dire finalement aux gens qui font le même métier, qui sont plus jeunes que moi, de dire que il faut avoir un degré d'exigence extrêmement poussé pour pouvoir réussir. Il faut suivre son style tout le long de sa carrière, mais à la fois en le réinventant, donc c'est quand même compliqué. Et voilà, je crois que c'est plutôt ça. En revanche, j'ai une maison en Provence que j'ai achetée il y a 10 ans, et ça, j'aimerais bien trouver un moyen de pérenniser l'endroit, parce que d'abord, à la fois c'est un travail pharaonique et sans fin. Ouais. J'ai fait de la rénovation, de l'architecture d'intérieur, du jardin, c'est de l'art aussi, où j'ai commissionné des artistes, où moi d'ailleurs je vais faire cette année ma première œuvre, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je vais faire ma première œuvre, parce que j'ai aussi de me dire, finalement je suis capable aussi de faire ça. Et c'est quoi? Donc je fais une fontaine en pierre sèche, une espèce d'histoire où tu as de l'eau qui part à un endroit, qui se sépare, c'est un peu une histoire d'amour, et puis à un moment elle se retrouve sur des petits murets en pierre sèche. J'ai trouvé que c'était assez poétique et cohérent avec la nature de la Provence, les murs en pierre sèche, bas, avec des volumes qui sont tous asymétriques, et voilà, donc ça c'est toujours les histoires quoi. Et donc ça c'est en effet c'est ça que j'ai peut-être dire que j'ai envie de laisser cet endroit-là pour faire quelque chose. Mais mon nom, pour l'instant, non. Pour l'instant, on s'en fiche. Ouais. Ok. Et dernière question que je pose à tous mes invités, quel est ou quels sont tes derniers coups de cœur culturels? Alors mes derniers coups de cœur, j'ai vu une pièce de théâtre que je trouvais vraiment, vraiment bien, qui est Rouge. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est sur la vie de Rothko à un moment donné.
où au moment donné, il y avait une grande résonance avec mon travail d'architecte d'intérieur, où on lui demande de créer des tableaux pour un restaurant à New York. Et il s'est aperçu que finalement, en répondant à cette commande, il se mettait plus dans le travail d'un décorateur que d'un artiste, parce qu'il répondait à une commande. Ses tableaux ornaient la salle d'un restaurant. Et donc, c'est tout ce discours qu'il a avec son assistant qu'il avait engagé justement pour répondre à cette commande-là. Donc, j'ai trouvé que cette pièce était vraiment formidable. C'était où? Enfin, où c'est au Théâtre Montparnasse. Ok. Tu sais si ça se joue encore? C'est au Théâtre Montparnasse. Je pense que ça joue encore. Et c'est une pièce de John Logan. Okay. Et ils ont fait donc une version française à Paris. Et ce que j'aime faire aussi et ça je l'ai fait très récemment et je vais le faire de plus en plus, c'est des petits week-ends comme ça, city trip d'architecture. Donc je suis allé à Ljubljana fin décembre, qui est une ville qui a été profondément modifiée au milieu du XXe siècle par un architecte qui s'appelle Josef Plečnik, qui est un architecte donc slovène. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Et qui est absolument extraordinaire. Et en fait, quand tu vas à Ljubljana, finalement, tu t'aperçois que tu as pas mal de touristes, que c'est une ville qui est charmante, mais assez peu de gens vont voir le travail majeur en fait de cet architecte qui a, comme je disais, modifié la ville. Ouais. Et a imprimé un style extrêmement singulier. Donc je trouve que c'est pour nous, architectes d'intérieur, c'est vachement important d'aller ouvrir son regard vers des gens qui ont imprimé quelque chose de puissant. Et ce week-end, je vais à Glasgow voir Macintosh. Ça faisait partie d'un rêve depuis longtemps et je me dis, il faut vraiment que je le fasse. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Pierre Jovanovic vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager. Si vous avez des suggestions pour la quille, n'hésitez pas à m'écrire, à me suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment, notamment Instagram. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.